Pour cette table ronde autour de cohabiter l'espace urbain, l'armée dans le quotidien de la ville du Moyen-Âge à nos jours. Et si nous partons des deux illustrations, vous verrez d'abord que nous allons parler de la ville en temps de paix, de l'armée et des militaires, les deux, en temps de paix, avec un horizon d'attente qui est souvent la guerre, qu'il soit l'horizon à venir. On a ici l'arsenal de Toulon, l'époque moderne, à la fin de l'époque moderne, et puis l'université d'Amiens, où la guerre est mémoire et aussi réutilisation. Ce n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire d'emprise, mais aussi parfois de déprise, de réemploi, autant de dimensions que l'on va essayer d'aborder. Ces deux villes représentées à l'écran, ce sont deux grandes villes. C'est vrai que nous allons faire un focus sur les grandes villes, mais en mentionnant les petites villes. On ne peut pas parler de tout. Ce sont aussi deux villes qui, pour point commun, d'être des villes avec une présence militaire permanente, et nous allons faire un focus sur les villes avec une présence militaire permanente. Mais il y a aussi, il y aurait une histoire des armées de passage dans l'espace urbain. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous avez aussi une ville de garnison, une autre ville de garnison avec Amiens et Toulon, mais la singularité de Toulon, et on le voit ici à l'écran, c'est l'arsenal. Il y a des villes dont on ne va pas ou peut parler aujourd'hui, ce sont des villes qui ne sont pas des villes de garnison, de casernement, mais qui ont une empreinte militaire forte, elles sont rares, mais où il y a un établissement industriel qui travaille d'abord pour les armées. Je pense à Guérigny, très loin de la mer, les forges pour la marine, c'est une ville où l'armée a une présence militaire très forte. Donc voilà, on va essayer d'aborder tout un tas de situations particulières, mais on ne pourra pas parler de tout. De même, on a choisi de rester principalement, essentiellement dans l'espace européen. Il y a le cas de la présence militaire outre-mer, avec aussi tout un tas de problématiques qui sont les mêmes et en même temps un petit peu différentes. Enfin, on a choisi un temps long, en tout cas c'est un point de vue de journaliste, de contemporanéiste, puisqu'on remontera jusqu'au Moyen-Âge, mais évidemment, cette histoire, elle commence dès la paléohistoire et dès l'Antiquité. On aurait pu parler de Marseille, de Fréjus, on aurait pu parler d'Alexandrie, de Carthage, que sais-je encore, juste pour rester dans l'espace méditerranéen. Alors pour ce faire, on accueille Camille Silona. Camille Silona, qui est de l'université de Rouen, qui est certifiée en histoire-géographie, qui est actuellement doctorante contractuelle au ministère des Armées en histoire médiévale. Elle prépare une thèse qui porte sur les fonctions et incidences des fortifications urbaines sur la ville de Rouen au Moyen-Âge. Et elle co-dirige avec Guillaume Yverneau un colloque international auquel je vous invite à venir. Abandon de poste, processus, usage et représentation de l'abandon du patrimoine bâti militaire de l'Antiquité à nos jours, qui se tiendra au printemps 25 au service historique de la Défense à Vincennes. Pour l'époque moderne, David Plouvier, qui est maître de conférence à l'université de Nantes, qui est spécialiste des arsenaux. C'est à lui qu'on doit le plan de Toulon, qui a beaucoup travaillé sur donc, les interactions entre la dimension industrielle de la défense et son inscription dans l'espace urbain. Odile Rouanette, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université Bourgogne, qui est spécialiste de l'histoire des mondes militaires et des conflits en Europe au XIXe siècle, pendant le premier XXe siècle, et qui a beaucoup écrit sur la présence militaire, notamment celle des conscrits en ville, avec l'expérience de la caserne en France à la fin du XIXe siècle, et puis qui s'intéresse aussi à toutes les interactions entre l'armée et la ville, notamment tout ce qui concerne les cérémonies, les processions, mais plein d'autres choses. Xavier Boniface, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Picardie, dont vous pouvez apercevoir le bureau sur la photo en bas à gauche, qui a beaucoup travaillé sur le croisement entre l'histoire religieuse et l'histoire de la guerre, notamment sur l'aumônerie, sur la laïcisation, les rapports de l'armée à la République, et qui a également collaboré à l'histoire militaire de la France, dirigée par Hervé Drévillon. Alors on vous propose de procéder de la façon suivante, de répondre à 3 questions en balayant les différentes périodes chronologiques. Tout d'abord, quelle est l'empreinte de la présence militaire sur la morphologie de la ville?
On voit ici, par exemple, la ceinture de fortification à Toulon. Deuxième question, quelle est l'empreinte de la présence de l'armée et des militaires sur la vie politique, sur la vie économique des espaces urbains? Troisième question, la question des sociabilités, avec en filigrane, est-ce que les militaires sont des urbains comme les autres? Alors pour commencer, nous allons, donc on fera 3 séquences d'à peu près 20 minutes, nous allons écouter Camille Silona, qui va nous parler de l'empreinte de la présence de l'armée sur la morphologie de la ville à l'époque médiévale. Merci. Il me revient la lourde et désagréable tâche de faire un préalable particulièrement désagréable, notamment pour les militaires, qui ont bien du mal parfois à comprendre l'intérêt de l'époque médiévale dans l'étude de l'histoire militaire en général, parce que pour ainsi dire à ma période, il n'y a pas d'armée permanente et donc d'armée professionnelle. C'est un peu désagréable pour une table ronde sur les relations entre les militaires et les urbains, j'en conviens, mais pour autant, absence d'armée permanente et professionnelle ne veut pas dire absence du fait militaire dans la ville, et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors à l'époque médiévale, les seigneurs font appel à leurs vassaux qui leur doivent un service militaire. Cette armée féodale s'appelle l'ost, et à la fin du Moyen-Âge, les villes entretiennent des milices communales formées par les citadins eux-mêmes. C'est donc au contraire non pas une absence du fait militaire dans la ville, mais bien une imbrication très stricte entre faits urbains et faits militaires. Alors, la défense à cette époque se conçoit à l'échelle locale et non pas à l'échelle du royaume, encore moins à l'échelle nationale qui s'applique absolument pas aux cadres de pensée médiévaux. Et donc, le royaume tient par le contrôle des verrous géostratégiques que représentent les villes dans les zones frontalières et ou de conflits ouverts. Il est donc difficile d'évoquer l'armée à l'époque médiévale. Alors, pour éclaircir les choses en théorie, on peut en parler stricto sensu à partir de 1445 et de l'ordonnance de Loupil-Châtel ou le château, peu importe, lorsque Charles VII instaure ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnance. Alors, pour faire très rapidement ce rappel théorique, on peut les considérer comme les premières unités militaires permanentes. Elles sont donc professionnelles, elles sont gagées pour ne faire que le service militaire. Elle se compose de la manière suivante, 15 compagnies d'ordonnance, chacune de 100 lances chacune, qui sont commandées par un capitaine. Une lance est à son tour composée de 6 hommes à cheval, un homme d'armes noble autour duquel on se rassemble, 2 archers, un coutillier, un page et un valet qui ne sont pas censés combattre. Dans tous les cas, à partir de cette date, le roi de France peut compter sur environ 9000 hommes. Avant cette date, il serait impropre, stricto sensu, de parler de militaires dans la ville médiévale, mais on va voir que dans la mesure où le fait urbain est particulièrement présent, par commodité, j'utiliserai le terme. Alors, dans l'écrasante majorité des villes médiévales, la présence militaire se voit, et c'est la question qu'a posée Jean de Préneuve tout de suite, dans le plan de la ville. Quelle est l'empreinte de la présence de l'armée sur la morphologie de la ville? Eh bien, dans certains cas, c'est assez explicite. Vous avez tous des exemples en tête, par exemple Carcassonne, dans lesquels on a conservé des exemples exceptionnels de murs qui sont encore en élévation. Dans d'autres cas, c'est assez implicite, puisque, paradoxalement, l'enceinte a disparu et donc on a l'impression que peut-être l'armée médiévale n'a pas laissé de traces dans la ville. Alors ce serait erroné et on peut tous se livrer au test. Alors j'ai là livré l'exemple que je connais le mieux qui est celui de Rouen, mais on pourrait en produire d'autres. Si on superpose les plans de la ville médiévale que vous avez ici, qui sont donc là dressés à l'époque moderne et par Lise Levieux dans sa thèse récemment soutenue au moyen d'un SIG, et qu'on les superpose à la diapo d'après, merci, et donc aux photographies aériennes et aux prises de vue satellitaires de la ville, on voit une empreinte indélébile qui est laissée dans le plan de la ville. Donc là, plus de 600 ans plus tard, il y a une vraie permanence de l'enceinte et donc du fait militaire, a priori, dans la ville. Il y a une grande pérennité de ce tracé. Le Rasovière s'est calqué sur l'espace qui a été dégagé par le démantèlement du mur au XVIIIe siècle et le mur a bien enserré la ville et contraint ses évolutions futures. La forme des parcelles, le réseau viaire, la disposition des portes, etc. Tout ça est très conditionné à la disposition du mur médiéval. Les fortifications des villes médiévales, en particulier les enceintes dites de réunion, c'est-à-dire celles qui vont réunir sous un même mur le bourg, le château, la cathédrale et puis de plus en plus de paroisses au fur et à mesure du temps, agissent comme des morphogènes structurants de l'espace urbain.
Alors qu'est-ce qu'un morphogène? C'est ce qui vient de la morphogénèse urbaine, qui est donc le processus historique de création et d'évolution d'une ville et de sa morphologie. Donc un élément morphogène, ça détermine la forme de la ville. Et donc, la ville conserve une grande mémoire des contraintes exercées par le mur sur le plan de la ville. Alors, ça a été très bien montré pour Paris, notamment par mon directeur de thèse, Boris Bove, qui a beaucoup travaillé avec Hélène Noisé aussi sur cette question. Vous pouvez accéder au site Alpage, qui est en libre service sur Internet, et sur lequel vous pouvez donc jouer avec ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique, qui vous permet de matérialiser les murs sous différentes formes, etc., et de comprendre les processus et les enjeux historiques qui sont liés à la fortification urbaine. Alors très rapidement, 4 facteurs qui peuvent expliquer cette grande pérennité des tracés des fortifications urbaines sur les villes encore aujourd'hui. Premièrement, à Rouen, la spécificité, c'est que la dernière enceinte médiévale marque l'extension maximale de la ville. Alors c'est assez courant à l'époque médiévale de construire des murailles qui sont surdimensionnées pour essayer de prévoir l'urbanisation future, mais dans le cas de Rouen, elle est largement démesurée, et donc le corps de ville ne se trouve jamais dans l'obligation de démanteler les murs pour englober de nouveaux quartiers, puisque l'urbanisation ne déborde jamais des murs. Donc là, l'enceinte médiévale, c'est celle qui a aussi été adaptée à l'époque moderne, il n'y a pas eu de reconstruction, et donc l'enceinte médiévale reste très longtemps en place, et elle a tout le temps d'imprimer sa marque sur le plan de la ville. Deux derniers points sur cette pérennité. Les servitudes de l'enceinte qui dégagent une zone non aedificandi. Si vous avez eu la chance de participer à la table ronde précédente, vous avez compris que les murs s'accompagnent d'une zone dans laquelle on ne peut pas construire pour que les murs puissent exprimer pleinement leur efficacité militaire. Et donc ça aussi, ça participe des contraintes sur le plan qui vont être particulièrement pérennes. J'en termine avec juste la puissance évocatrice et symbolique de la fortification urbaine, sur laquelle on passe un petit peu souvent, qui devient métonymique de la ville. Il y a un lien consubstantiel entre la ville et son enceinte, et donc on tient à l'époque médiévale, peut-être plus qu'à aucune autre, à ces murs, plus qu'à n'importe quoi. Merci Camille. On va enchaîner avec l'époque moderne, et on était sur les fortifications et les contraintes que font peser les enceintes sur le développement urbain. David? Alors oui, pour le coup, je vous emmène sur les littoraux, voire au bord des rivières qui débouchent ensuite sur les littoraux. Par rapport à l'époque médiévale, la rupture, c'est peut-être que là, on se retrouve sur des infrastructures permanentes. J'entends par là qu'au XVIIe siècle, on a affaire à une rupture. Les historiens jargonnent un peu, mais ils appellent ça la navalisation de l'Europe. Autrement dit, vous avez un certain nombre d'États européens qui se lancent donc dans la fondation de marines de guerre permanentes. Et qui dit marine de guerre permanente n'évite pas, impose donc à tous ces États de disposer des infrastructures industrielles pour la construction, l'armement et l'entretien de ces marines de guerre permanentes. Et donc, à partir du XVIIe siècle, l'Europe va se couvrir d'arsenaux maritimes ou d'arsenaux fluviaux maritimes qui vont donc s'installer progressivement, notamment à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, puis ensuite tout au long du XVIIIe siècle. Alors, quelle forme ont ces arsenaux? Vous avez l'exemple de la ville de Brest tout de suite. Ce que l'on peut indiquer d'emblée, c'est que les villes sont subordonnées à ces arsenaux maritimes. La répartition de l'espace est imposée par le militaire, en l'occurrence. Donc là, on le voit, on aurait pu prendre tout un tas d'autres exemples. Évidemment, pour reprendre ce que Jean disait à l'instant, il y a une enceinte, des glacis qui entourent évidemment l'infrastructure maritime, mais également la ville qui est insérée à l'intérieur. Et là, pour le coup, dans ce contexte-là, eh bien, la ville a assez peu de son mot à dire, en l'occurrence, pour son développement. Encore une fois, l'aménagement incombe aux autorités militaires, mais c'est un aménagement qui concerne tout autant les infrastructures maritimes, militaires, mais la ville également. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on en dira peut-être 2 mots tout à l'heure, un mélange des genres. C'est-à-dire que le militaire aménage aussi l'espace urbain en tant que tel. Alors, quelques exemples pour illustrer ceci.
On peut peut-être commencer par Rochefort. En effet, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, je le disais, on va avoir la fondation d'un certain nombre d'arsenaux. Rochefort est de cela. 1666, c'est la fondation donc d'un arsenal sur la Charente. L'idée de la France, l'idée de Louis XIV et de Colbert, c'est de disposer d'un arsenal atlantique. Brest est davantage conçu et pensé pour être un verrou de la Manche. Et donc cette projection atlantique, on l'envisage depuis Rochefort. Et là, clairement, on voit une infrastructure qui se développe le long de la Charente, d'un seul côté d'ailleurs de la Charente, des infrastructures qui se mettent en place, forme de radoub, ateliers, la fameuse corderie que vous pouvez voir sur le plan. Et à partir de ces infrastructures militaires, eh bien, la ville est ordonnée. La ville est ordonnée selon un plan quadrangulaire hein, qui est enserré dans cette enceinte et ce glacis. On aurait pu prendre un autre exemple, hein. Vous avez peut-être en tête l'Orient. L'Orient fonctionne exactement de la même manière. Alors, en effet, l'arsenal est un arsenal civil, entre guillemets, puisqu'il s'agit de la Compagnie des Indes, mais vous le savez, en 1770, l'arsenal de l'Orient est repris par les militaires, et pour le coup, eh bien, on a le même type d'agencement dans le cadre de l'Orient, l'arsenal d'abord, puis la ville ensuite. Hein. Vous avez cet ordonnancement. Si on peut revenir sur Brest, simplement un mot. Là, dans le cas de Brest, on a une ville qui préexistait avant l'installation de l'arsenal, même si c'était une toute petite, quasiment un village, si l'on peut dire. Hein. Brest se développe essentiellement à partir de Richelieu en 1631. Mais ce qui est intéressant, et on le voit aussi dans le cadre de Brest, l'arsenal se développe le long d'une rivière, la Penfeld, hein, que vous pouvez voir à l'écran, et la ville est des deux côtés. On a, alors pour vous, donc, à droite, Brest même, hein, c'est-à-dire la partie brestoise, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le quartier recouvrant, ce qui est aujourd'hui la ville de Brest également, et d'ailleurs, normalement, depuis, alors attendez, j'ai la date, depuis 1681, normalement, les deux côtés de la ville sont parfaitement réunis, hein, mais le problème, c'est que le développement de l'arsenal a empêché les deux rives de se réunir. Là, on a clairement un développement militaire qui entrave le développement de la ville. C'est un exemple qu'on retrouve assez peu, finalement, à cette hauteur-là. Et on a un premier pont qui n'est posé simplement qu'en 1861 pour rejoindre les deux rives de la Penfeld, donc très tardivement. Hein. Et là, on a clairement une ville qui est coupée en deux. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y a des Brestois parmi vous, cette coupure dans la ville, on la ressent encore, évidemment, de façon tout à fait évidente. Et un dernier exemple, pour ne pas monopoliser le temps, le cas de Toulon. Le cas de Toulon est intéressant puisque là, on a une ville, on a donc une photographie de la fin du 19e et un plan qui date des années 1880. La Méditerranée est redevenue un espace hautement stratégique au XIXe siècle et donc on a besoin de développer un arsenal qui en même temps se développe dans une période d'industrialisation. Donc l'arsenal déborde de ses murs. Et là, c'est un exemple intéressant, puisqu'à partir de 1840-1850, eh bien, on a un arsenal qui va sortir de son périmètre habituel et on va procéder à des expropriations. C'est-à-dire que là, cette fois, c'est l'arsenal qui grignote la ville. Donc, vous voyez sur le plan la darse de Castigno. Eh bien, tout le nord de la darse de Castigno, eh bien, les urbains sont expropriés à partir des années 1840. On a donc un arsenal qui grignote la ville. Donc, clairement, dans les exemples que j'ai, systématiquement, on a affaire à une infrastructure militaire qui domine systématiquement l'espace urbain. Merci David, et parfait art de la transition, puisque nous avons une vue de Toulon vers 1880. Ça ne se voit pas là, mais Toulon est aussi une ville de garnison. On a une massification des effectifs militaires, la conscription qui se met en place. Ça a sûrement un impact sur la morphologie de la ville, et nous allons écouter Odile Rouanette. D'abord, merci à tous et à toutes d'être présents. Moi, je dirais d'abord pour commencer que... pour revenir à l'intérieur des terres, hein, je vais vous emmener, encore que je ferai un petit passage par Toulon tout à l'heure. Au XIXe siècle, d'abord au début du XIXe siècle, la principale caractéristique, c'est
une France, en tout cas si on reste au niveau de la France métropolitaine, marquée sur le plan de l'emprise militaire par le legs des années révolutionnaires et impériales, donc à la fois, comme le disait mon collègue, une densification importante de la présence militaire, elle est consécutive au passage à l'armée de masse, à l'invention de la conscription sous le Directoire, mais aussi on constate une improvisation en réalité permanente des autorités qui consiste à annexer bâtiments civils et religieux pour les transformer en logements ou en infrastructures militaires. En fait, il s'agit, ce 19e siècle, qui commence par un temps marqué par l'urgence, où l'essentiel des moyens ont été en fait dévolus à la guerre, laissant les villes face on va dire, à la nécessité de se débrouiller, un terme par ailleurs fort militaire. La reconversion des bâtiments anciens, peu adaptés aux besoins militaires et souvent insalubres, à laquelle se superpose dans les régions frontalières le vieux système de fortification de l'époque moderne, on en a parlé auparavant, souvent fondé sur l'existence, la présence d'une citadelle insérée dans la place forte, mais séparée de la ville et de ses habitants, caractérise beaucoup de villes. Donc des espaces à la fois parfois contigus et hétérogènes en fait. Et du coup, évidemment, c'est intéressant de travailler sur les circulations en fait, des soldats à l'intérieur de ces espaces. Après 1815, on assiste à une reprise de la construction et de l'aménagement des casernes. Et je simplifie un peu, globalement, on est plutôt dans la construction de très vastes casernes au cœur des villes. Je vous ai pris quelques exemples connus. La caserne dite du Prince-Eugène, en fait, qui est la caserne du Château d'Eau à Paris, place de la République, un immense bâtiment qui peut accueillir jusqu'à 3200 hommes. Ou bien Blois, la caserne d'infanterie de Blois, la grande caserne de Blois, construite en 1864 et qui recèle 1600 hommes. Donc des gros bataillons, si j'ose dire. Et puis, ce 19e siècle, il se caractérise aussi par une extension des systèmes de défense, et on vient de l'évoquer, autour de certaines villes, soit par un chapelet de forces avancées, Paris et Lyon sont de ce point de vue-là très importants, ou bien par la consolidation d'un système déjà existant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les soldats eux-mêmes, notamment dans le premier 19e siècle, qui se font bâtisseurs bien malgré eux. À Toulon, par exemple, les hommes du 36e régiment d'infanterie, une unité que j'ai été amenée à croiser dans un livre tout récent, construisent dans des conditions très éprouvantes le fort Saint-Antoine, le fort Rouge, le fort Faron, qui sont construits entre 1842 et 1844, faisant au passage réaliser de très importantes économies au trésor public. À Besançon, autre exemple de place forte, les disciplinaires, les soldats condamnés à de lourdes peines, enfermés dans la citadelle, sont utilisés pour des travaux de fortification de la place pour un salaire de misère qu'ils ne touchent parfois même pas. Donc, une situation assez difficile. L'emprise militaire sur l'espace urbain, par ailleurs, dans les places fortes, et on l'a évoqué, est caractérisée par ces zones de servitude qui sont définies, qui interdisent toute construction et qui sont en fait un sujet de querelle très souvent entre les municipalités et l'armée, notamment dans les villes à forte industrialisation. J'avais notamment travaillé sur Lille, où tout au long du XIXe siècle, la présence de ces servitudes militaires très importantes est un point de discorde, puisque les villes sont asphyxiées derrière les remparts, et les habitants, les municipalités rédigent des pétitions pour que l'armée entende et daigne retirer ces
ces fortifications. Et en fait, la vague de démantèlement hein, qui va s'opérer en France à partir des années 1880-90 apaise les choses. Enfin, dernier point, après la guerre franco-allemande, hein, c'est vraiment un tournant, donc 70-71 pour beaucoup de choses. Ce qui caractérise ce moment 71-14, c'est la construction de très importantes casernes ces constructions, elles sont faites pour loger et instruire une armée devenue petit à petit pleinement nationale. Et l'effort est absolument considérable. On a beaucoup de travaux là-dessus. Environ 150 casernes sont construites jusqu'en 1910, sans parler évidemment de toute la ceinture des forts d'arrêt hein, autour d'un certain nombre de places fortes. Et donc on revoit rejouer dans cette période la dialectique entre la contrainte ou le devoir et l'intérêt face aux investissements immenses demandés aux municipalités hein, qui entrent dans le jeu, particulièrement là où les casernes étaient rares, où la présence militaire était susceptible aussi de redynamiser, mais on en parlera, toute l'économie locale. Donc je vais m'arrêter là, mais tout ça pour vous dire que ces casernes de la Troisième République, elles ont participé, comme les écoles républicaines, à la construction d'un paysage visuel lié à l'affirmation de la culture républicaine. Et elles contribuent aussi à la formation d'un imaginaire de la Belle Époque qui repose sur le sentiment de sécurité, en fait, procuré par l'omniprésence de l'armée citoyenne au cœur du pays. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Xavier qui va nous raconter ce que devient ce blanc manteau de caserne qui couvre littéralement le pays, avec une destinée qui voit des reconfigurations, des mutations qui dépendent à la fois du contexte politique, mais aussi du contexte opérationnel, avec des recompositions étonnantes. Ça n'est pas une histoire linéaire. Et Xavier, tu as la parole. Merci Jean. En fait, il faut tenir compte de deux grandes évolutions. D'une part, celle de l'armée, avec des armements de plus en plus modernes, qui requièrent beaucoup de place, et d'autre part, en même temps, l'évolution des villes. Les très grandes villes, il y en a très peu en France avant la Première Guerre mondiale. Après 1945, on voit des villes très très importantes par la taille et qui grandissent. Et donc voilà, il y a deux évolutions parallèles et qui ça va évidemment avoir des effets sur la présence militaire, sur la morphologie de la ville. Alors je voudrais prendre ça par trois périodes chronologiques. Après 1918, eh bien après 1918, il y a un certain nombre d'unités qui s'installent, qui reprennent des casernes en Alsace-Moselle et en Allemagne, et donc qui quittent l'intérieur du pays. Il y a un certain nombre de casernes qui ferment déjà à l'époque, comme Boulogne-sur-Mer, comme Vitré, d'autres qui sont transformées, qui accueillent la toute jeune et récente gendarmerie mobile, comme, je crois, Abbeville. Alors, les besoins des armées évoluent. On n'a plus besoin de ces énormes fortifications. Odile Rouanet venait d'expliquer qu'elles commencent à être démantelées à la fin du XIXe siècle. Le mouvement s'accélère quand il n'avait pas déjà eu lieu auparavant, dans l'entre-deux-guerres. L'exemple le plus fameux, évidemment, est celui des fortifications de Paris, les fortifs, qui sont démantelés dans les années 20 et 30 pour faire passer des réseaux routiers et des logements, notamment des logements sociaux. Et puis, l'armée cherche aussi de nouveaux espaces pour ces infrastructures, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'espace pour les nouveaux matériels, les bases aériennes, les avions ne décollent pas d'une cour de caserne, des lieux de stockage de véhicules, de chars, de canons, des terrains de manœuvre, et puis également la ligne Maginot. Donc on va construire beaucoup plus en périphérie des villes, voire dans les zones périurbaines, voire en zone rurale, parce que le foncier est disponible, il est important et il n'est pas cher. Alors c'est un certain nombre de
camps et de casernes, la précédente, oui, un certain nombre de camps et de casernes s'accompagnent, parce qu'on est là en zone rurale, de la création, alors on ne va pas parler de villes, mais de cités-cadres, ces petites agglomérations, de gros quartiers, espèce de lotissement en quelque sorte, des cités-jardins par exemple, sur la ligne Maginot. Je vais donner un exemple à Doncourt, les Longuillons, au nord de la Meurthe-et-Moselle, des logements pour les cadres. Les soldats, eux, ils sont dans les casernes. Et donc, la présence de l'armée intramuros commence à se réduire un peu, et le développement extramuros a tendance à se développer. C'est une évolution qui était déjà en germe à la fin du XIXe siècle et qui va prendre toute son ampleur ensuite. Deuxième période, après 1945, je vais aller très vite parce qu'on constate le prolongement de ces évolutions de l'entre-deux-guerres, avec des cités-cadres également, le transfert par exemple de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr dans le camp de Coët-Quidan, donc dans zone rurale, et là, avec le développement d'une véritable petite ville qui comprend même un lycée aujourd'hui, le lycée de Brocéliande. Ces cités-cadres, on les retrouve également dans les grandes villes. Il y a des quartiers ou au moins des logements réservés aux militaires qui sont gérés par la Société nationale immobilière. Ça facilite aussi, comme les militaires ont souvent des mutations, ça facilite pour eux l'octroi, l'obtention, la location d'un logement. Et ce desserrement de l'armée se poursuit, par exemple, lorsque la Légion étrangère quitte l'Algérie en 1962, elle s'installe à Aubagne, elle ne s'installe pas à Marseille, parce que le tissu urbain est déjà beaucoup trop dense. Troisième temps, ce sont les années 1980 et surtout 1990, où on constate un très grand nombre de fermetures de camps, de bases, de casernes. C'est la fin de la guerre froide, c'est la suspension de la conscription, et on peut peut-être distinguer deux catégories de villes de ce point de vue. D'abord, les grandes villes qui peuvent récupérer comme ça du foncier, parce que le foncier est cher intramuros, ou également du mètre carré d'immeubles. C'est le cas par exemple à Montpellier, où l'école d'application d'infanterie a fermé il y a une vingtaine d'années, et c'était un camp militaire au centre de la ville. Bon, qui est actuellement loti. On va récupérer aussi des casernes pour établir des logements. À Lille, c'est une ancienne poudrière, je crois. À Arras, l'ancienne citadelle. Des centres d'enseignement supérieur, Albi, Amiens, Guingamp, Nancy, Nîmes, il y en a encore d'autres. Il y a 30 ans, pour faire écho à ce que disait aussi Odile Rouanette, je m'étais dit, il y a une évolution actuelle qui me semble importante, c'est que l'armée avait contribué aussi, alors même si ce n'était pas l'objectif, à l'aménagement du territoire, au début de la Troisième République, le fait d'avoir des casernes, l'affirmation de l'ordre républicain, et en même temps, cet aménagement du territoire, il bascule dans les années 90, et c'est l'université, des établissements supérieurs qui vont contribuer aussi à cet aménagement du territoire à la place de l'armée, que les armes cèdent à la toge, pourrait-on dire. Alors, ce qu'on peut constater, d'ailleurs, à propos des grandes villes, c'est que de moins en moins de grandes villes comptent une garnison. Les régiments, les bases sont en dehors des grandes villes. Dans les grandes villes, on garde au mieux des états-majors. Donc, ce n'est pas beaucoup de soldats, ce n'est pas beaucoup d'officiers, ça prend moins de place, il n'y a pas besoin de terrain important, avec quelques exceptions. Deuxième catégorie, ce sont les petites villes, pour lesquelles le départ de l'armée a des effets sur l'économie, on y reviendra, sur la population, et surtout laisse d'énormes infrastructures qu'elles n'ont pas les moyens de racheter, d'entretenir, voire de réaffecter. C'est par exemple le cas de Verdun, Bar-le-Duc, Langres, les grandes places de la frontière, de Grand Est plus généralement, et même si l'État apporte des aides. Et alors évidemment, entre les deux, il y a quand même quelques exceptions. Même dans les petites villes, on arrive parfois à restructurer réutiliser des friches, des casernes, alors que dans des très grandes villes, des grandes villes, on pourra conserver pendant longtemps des friches militaires sans trop savoir quoi en faire. La photographie tout à l'heure représentait la citadelle d'Amiens. La citadelle d'Amiens est restée 30 ans pratiquement, 25 ans, non utilisée. Le Mans, c'est pareil, il y a des choses qui pourraient se constater. Cette question du desserrement de l'armée touche surtout le nord-est de la France, terre d'invasion, terre de frontières, donc terre de caserne. Le reste de la France est moins touché, d'autant que l'armée a tendance à s'installer plus dans les villes du sud, au motif officiel que les opérations extérieures, qui sont maintenant le principal de leur activité, se font outre-Méditerranée. Mais quand il a fallu choisir entre le régiment qui était à Bitche et celui qui était à Hyères, deux régiments tout à fait identiques, comme par hasard, on a choisi Hyères. Je vous demande pourquoi.
Alors, il reste aujourd'hui beaucoup de traces de cette présence militaire. On a des bâtiments reconvertis. Il suffit d'aller à Blois, là, juste à côté, là, pas très loin, on a parlé de la caserne de Blois tout à l'heure. Des toponymes, rue de la Caserne, rue du Bastion, etc. Le plan de la cité, le quartier de la Gare à Metz. Ça rappelle cette appropriation ancienne des espaces par l'armée, le modelage par l'armée, mais ces infrastructures aujourd'hui sont reconverties, sont réhabilitées, sont réaffectées, parfois sont rasées. Là, c'est un cas à Verdun. Vous savez pas, Verdun est une petite ville, vous ne savez pas trop quoi faire de ces casernes. Ben, voilà, on les détruit pour réutiliser le foncier. À Compiègne, on a rasé aussi une partie d'une ancienne caserne. On a gardé trois, parce que ça avait servi de camp d'internement, on a gardé trois baraques pour y installer un musée. Et puis d'autres casernes, d'autres infrastructures plus anciennes connaissent un processus de patrimonialisation. Alors, les citadelles, ça c'est un grand exemple. Des petites poudrières aussi, je pensais à Boulogne-sur-Mer, une poudrière napoléonienne. Et puis, dernière photo, il faut aussi rappeler dans ce cadre, vous savez, quand on fait de l'histoire, la ville et l'armée, ben, il faut voir les rapports entre la ville et l'armée, mais aussi entre l'armée et la ville. Et il faut rappeler aussi l'importance peut-être grandissante de, on a vu pour Rouen, l'intérêt de l'armée, l'intérêt technique et tactique de l'armée pour la ville. Les conflits du XXe siècle et du XXIe siècle confirment l'importance des zones urbaines dans les combats. Et c'est un espace très compliqué pour se battre, pour manœuvrer. Je ne vais pas faire un cours de tactique, ce n'est pas l'objectif ici. Et donc les militaires se préparent à la guerre en zone urbaine. Alors, au temps de la guerre froide, mais on l'a refait encore l'an dernier à Sète, des exercices en terrain libre, donc en ville, et pas seulement. Et puis, depuis 2004, la création au camp de Sissonne, dans l'Aisne, d'un centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, Seine-Sub, et on a même inventé le nom de Geoffrecourt pour cette ville, qui est tout à fait magnifique et qui permet d'entraîner les soldats en conditions réelles sans gêner les habitants. Voilà un petit peu les grandes évolutions du XXe et XXIe siècle, puisque Geoffrecourt, c'est 2004. Merci, chers collègues. On va donc passer au deuxième point, avec un sens de la synthèse accru et renforcé pour tenir les délais. Je compte sur vous et nous repartons au Moyen-Âge. À nouveau, la difficulté de la synthèse me revient. Alors, pour faire très court, on va donc couper cette diapo et arriver directement à la grande vue de Rouen que j'ai choisi de vous produire ici parce qu'à mon sens, elle illustre bien ce double aspect de vitalité économique et de manifeste du bon gouvernement politique, à l'image de Sienne, hein, qui est l'image suivante dans le diapo. Là, c'est la fresque du bon et du mauvais gouvernement qui est archi connue, donc je voulais faire un parallèle peut-être avec un exemple français, Lorenzetti à Sienne et puis la grande vue de Rouen pour un exemple français. Alors d'un point de vue économique sur lequel je vais passer très rapidement, les chantiers de fortification urbaine s'imposent comme les deuxièmes chantiers les plus importants en terrain urbain après la cathédrale à l'époque médiévale. Donc là, il y a déjà un secteur entier de la construction que le mur urbain contribue à dynamiser très largement, et donc un secteur économique qui va être conditionné, pour ainsi dire, au mur urbain. D'un point de vue économique toujours, la fortification est d'autant plus nécessaire au bien-être de l'activité économique et politique de la ville que la ville s'impose comme un enjeu de domination majeure entre les belligérants, en particulier pendant la guerre de Cent Ans. Rouen va ainsi se protéger des ennemis intérieurs grâce à son système de fortification qu'on voit apparaître sur la diapo précédente. Elle va aussi verrouiller la Seine, qui est un espace économique majeur. Là, l'accent est mis vraiment sur les ouvrages avancés de la Seine, et notamment sur la Barbacane, qui suggère là un commerce florissant, notamment par la voie fluviale. Henri V l'a d'ailleurs bien compris quand il pose le siège de la ville en 1418. La première chose qu'il fait, c'est d'abord d'installer des chaînes en amont du fleuve pour barrer la route et pour barrer le ravitaillement. Et donc là, il utilise le mur urbain pour son aspect de vitalité économique contre les habitants qu'il est censé protéger. Donc c'est particulièrement bien vu de la part du souverain anglais. Alors, ce qui est plus important, c'est plutôt la dimension politique de la question, puisque à la fin du Moyen-Âge naît une nouvelle catégorie de villes qu'on appelle les bonnes villes, à la suite de Bernard Chevalier, qui se caractérisent par le fait qu'elles sont closes et bien encloses par leurs murailles. Les murailles, en effet, contribuent à susciter toute une modernisation des institutions urbaines, et en particulier la fiscalité. Pour faire très simple, il faut, pour construire et entretenir un système
système, un appareil défensif aussi compliqué que des enceintes urbaines, il faut beaucoup d'argent, il faut surtout beaucoup de personnes pour récupérer ces deniers et veiller au bon emploi des deniers de l'impôt. Donc il y a là tout un apparat moderne de la fiscalité urbaine qui naît et qui est conditionné vraiment au mur urbain. Alors, ce que les vues de ville de ce type-là, et j'en termine par ici, manifestent, c'est vraiment l'aspect du bon gouvernement. Là, on a l'impression dans cette vue que tout est homogénéisé d'un point de vue politique. On a l'impression ici que les Rouennais sont tous d'accord et que règne un climat de paix. Ça vient à gommer les différences et les différends qui interviennent dans la ville. Donc, il y a, dans la présence militaire ici, il y a vraiment un manifeste du bon gouvernement politique qui contribue à la paix à la fin du Moyen-Âge. Où on passe maintenant à l'époque moderne, avec un fort impact, là encore, de l'activité militaire, de la présence militaire sur l'activité économique. On va peut-être glisser sur Brest, mais David, je te laisse la manœuvre. Tout à fait, tu as bien vu, on va aller sur Brest à nouveau. Oui, je vais me concentrer sur l'aspect économique en laissant l'aspect politique de côté, mais éventuellement on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. À bien des égards, d'un point de vue économique, il faut bien le constater, en tout cas pour la période qui est la mienne, c'est-à-dire jusqu'à mi-19e siècle, la ville peut apparaître comme l'épiphénomène de l'arsenal en quelque sorte. Comme il s'agit d'une ville essentiellement militaire par sa composition sociale, socio-professionnelle, ses activités, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque des villes qui s'animent essentiellement en période de guerre et qui retombent ensuite, voire qui dépérissent au moment de la paix. Par ailleurs, il faut le souligner, nous sommes dans le cadre de villes portuaires et encore une fois, le militaire a la main sur l'aménagement urbain, mais le militaire a la main aussi sur la circulation maritime. C'est-à-dire que qui a la priorité sur les fleuves qui abritent des arsenaux ou sur les littoraux, c'est évidemment encore une fois le militaire. Donc toute tentative de développement des activités commerciales dans le cadre des arsenaux est rendue extrêmement complexe. Et si l'on devait prendre à nouveau un exemple, on reviendrait sur Brest. Brest, c'est véritablement l'exemple majeur de ce point de vue-là. Longtemps, les activités économiques ont été entravées. J'entends les activités économiques civiles ont été entravées. Et j'ai toujours l'habitude d'utiliser la description que fait Flaubert quand il passe à Brest en 1847, je cite « En dehors de l'arsenal et du bagne, ce ne sont encore que casernes, corps de garde, fortifications, uniformes, baïonnettes, sabres et tambours. Vous comprenez tout de suite que la vraie ville est l'arsenal, que l'autre ne vit que par lui, qu'elle déborde sur elle. » Nous sommes en 1847, cette description se passe de commentaires d'une certaine manière. Si l'on creuse un petit peu et qu'on s'intéresse à la composition socio-professionnelle de la ville de Brest au XVIIIe siècle, eh bien finalement cette description est évidemment illustrée d'une certaine manière. Globalement, quand on observe la population et donc les travailleurs de Brest, absence du petit artisanat au XVIIIe siècle. Vous n'avez pas de tannerie, vous n'avez pas de papeterie, par exemple, au XVIIIe siècle, des activités courantes dans n'importe quelle ville de l'Ancien Régime. Si l'on regarde le gros artisanat, c'est-à-dire la ferblanterie, la chaudronnerie, pareil, il est là, mais de façon assez minime. La bourgeoisie, pas de bourgeoisie avant le dernier tiers du XVIIIe siècle à peu près, pour la bonne et simple raison, encore une fois, qu'il n'y a pas de développement économique possible en dehors de l'arsenal. Alors cette bourgeoisie, elle apparaît malgré tout à partir des années 1770-1780, parce qu'il y a un petit soubresaut d'activité économique à ce moment-là. Et puis par ailleurs, pendant les guerres, les marchands et négociants brestois vont armer des corsaires. Et donc là, ça va permettre d'activer un petit peu des rentrées d'argent. Et donc cette petite bourgeoisie, elle émerge. Et on voit apparaître à la veille de la Révolution, eh bien, un petit artisanat de luxe qui va commencer à émerger, qui signale aussi la présence de cette bourgeoisie. On avait un horloger en 1720, un horloger pour l'ensemble de la ville de Brest. Ils sont 10 en 1789. Donc on voit qu'il y a une évolution, mais une évolution extrêmement timide, et je le disais dans la première partie.
Brest n'obtient son port de commerce que sous Napoléon III. À partir des années 1861-62, au moment où le pont sur la Penfeld est mis en place, eh bien, le port de commerce commence à émerger. C'est pas faux d'y avoir pensé avant. Depuis le XVIIe siècle, évidemment, les Brestois veulent un port de commerce, mais celui-ci peine à apparaître. Coexistence difficile donc entre les activités militaires et d'éventuelles activités économiques, et d'ailleurs ça n'échappe pas à l'ensemble des villes du royaume à cette époque-là. À la fin du XVIIe siècle, Vauban a une idée, c'est de rassembler Saint-Malo et Saint-Servant dans une seule et même ville, avec une muraille, un bassin commun, etc. Évidemment, cette idée fait long feu. Vous avez tout le négoce malouin qui se hisse et qui dit non, impossible. Il est hors de question de partager l'espace urbain avec les militaires. Donc Saint-Malo restera une ville négociante. Et c'est véritablement la leçon de Brest, la leçon de Lorient, voire la leçon du Havre qui fait que les Malouins réagissent de cette façon-là. Alors, est-ce que on le constate dans toutes les villes arsenaux? Pas nécessairement. On a le cas de Brest, qui est un cas véritablement à part. Si on regarde Toulon et Rochefort, et je terminerai là-dessus, on a l'émergence d'une bourgeoisie beaucoup plus tôt dans ces deux villes arsenales, pour la bonne et simple raison qu'il y a un port de commerce. Et en réalité, le port de commerce dicte la possibilité à une ville de sortir de l'activité uniquement militaire. Mais là, pour le coup, toutes n'ont pas eu cette chance au cours du XVIIIe siècle. Merci. Alors, on est resté très économique pour le moment, avec des enjeux politiques, notamment en termes de partage de l'espace et de décision de développement. Et je pense qu'avec Odile Roinette, nous allons peut-être davantage nous centrer sur la dimension politique, à un moment où peut-être les systèmes de valeurs ne convergent pas tous forcément entre militaires et civils, notamment au moment de la républicanisation. Merci. Alors attendez, j'appuie de manière frénétique sur la chose qui ne va pas arranger. Voilà, ça y est, vous m'entendez. Alors, je voulais d'abord dire que au XIXe siècle, en tout cas dans les villes de l'intérieur, parce que effectivement la situation des ports est très spécifique, une garnison, c'est une source de prospérité extraordinaire, en fait. Et cette source de prospérité, elle est due évidemment au fait que l'armée est une grande consommatrice de biens de toutes sortes et qu'elle dynamise à cause de la présence d'une masse plus ou moins importante d'hommes et de femmes, car les armées du XIXe siècle sont encore des armées en partie composées parfois de femmes, en tout cas jusqu'en 1870. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus les villes sont plus petites, plus l'attrait est grand pour les municipalités sur le plan économique. Beaucoup d'officiers sont logés en ville, certains soldats aussi, et les débits de boissons, les restaurants et bien sûr les maisons closes vivent et tournent grâce aux militaires. En fait, il s'agit donc d'une présence, en tout cas à l'intérieur et dans les grandes et même encore plus dans les petites villes, très recherchées, surtout si elles n'engendrent pas de dépenses considérables. Et ces dépenses, c'est surtout celles qui sont liées à la construction de nouveaux bâtiments, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Avant 70, en France métropolitaine, mais c'est aussi le cas, ça peut être aussi le cas en France non métropolitaine, un régiment est apprécié pour ses missions de service public, dirions-nous aujourd'hui. Les soldats luttent contre les incendies, sauvent des vies du feu, repêchent les noyés, enfin, ils sont un peu le couteau suisse, si vous voulez, des villes. Et d'ailleurs, la figure du soldat sauveteur, on a une thèse là-dessus, est exploitée par l'armée, exploitée au sens propre du terme, pour enraciner un lien, je dirais, apaisé et sécurisant avec la population civile. Et puis enfin, au XIXe siècle, mais c'est déjà le cas avant, l'armée procure aux autorités civiles une présence rassurante en cas de conflits politiques et sociaux violents, car elle est chargée, je vous le rappelle, jusqu'à la création des CRS, du maintien de l'ordre. Alors cela lui confère en fait une sorte de singulier attrait dans une France longtemps rebelle et contestataire, ne l'oublions pas. Après la guerre de 70-71,
et la commune, hein, et la commune, les communes, celles de Paris et celles de province, tous ces facteurs perdurent. Mais le changement principal, il faut insister, réside dans la promesse d'une installation pérenne des régiments sur tout le territoire national. Auparavant, les régiments errent d'une ville à une autre, hein, pour éviter que les militaires entretiennent des contacts trop étroits avec la population civile. Hein, pour toutes sortes de raisons, hein, on pourra en reparler dans les discussions. Dès lors, il n'est plus seulement question, après 71, de profit ou de prestige, mais aussi, en fait, plus fondamentalement, de la construction d'une histoire commune qui relie davantage que par le passé petite et grande patrie. Hein, il est révélateur, par exemple, qu'une petite ville comme Châteaudun, hein, pas très loin d'ici, il y a peut-être des gens de Châteaudun dans la salle, durement frappée par l'invasion allemande en 1870, consent alors, après la guerre, un effort proportionnellement 10 fois supérieur à celui que consent la ville de Foix, là-bas, tout là-bas, en Ariège, pour recevoir environ le même nombre de militaires, c'est-à-dire 900. Et ça, on peut le percevoir, elle le perçoit comme un prolongement de son effort dans la guerre et une affirmation de son patriotisme. Donc, s'opère une identification, si vous voulez, entre l'image de la ville et du régiment principal, hein, qui l'occupe. Et ça marque cette période du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et ça passe par une présence visuelle et sonore de l'armée, hein, les musiques militaires, par des symboles qui cristallisent ce type d'affect. Hein. Moi, j'ai consacré un livre récent à un drapeau. Et par exemple, à Caen, en Normandie, donc je reviens à la Normandie, mais là plutôt du côté de Caen, lorsque le 36e régiment d'infanterie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est installé dans la ville en 1876, replie bagages en 1924, le drapeau du régiment est envoyé finir ses jours aux Invalides et le maire pleure, littéralement, mécontent de cette décision, insiste sur sa profonde mélancolie alors que le régiment disparaît avec son drapeau que les habitants, je cite le maire de Caen, en 24, aimaient tant. Et il ajoute, le 36e qui disparaît, c'est un peu de notre histoire qui s'efface, un peu de la cité qui s'en va. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux, hein, l'expression de ce deuil, en fait, qui est un deuil civique, un deuil politique. Voilà. Merci. On glisse maintenant au XXe siècle. Merci. Les propos d'Odile Roinet me permettent d'aller très vite sur les aspects économiques et sur le poids, l'intérêt d'une garnison pour une ville. Je rejoins aussi ce qui a été dit sur le caractère des petites villes et les villes moyennes, qui sont beaucoup plus dépendantes de la présence d'une garnison qu'une grande ville. Moi, je rappelle qu'en 1993, Gilles de Robien, qui était à l'époque député maire d'Amiens, avait eu, connaissait très bien François Léotard, qui était ministre de la Défense à l'époque, et c'était du même bord politique, et François Léotard dit, bon, la garnison d'Amiens, on peut la garder. Et Gilles de Robien avait dit, mais en fait, Amiens n'a pas besoin, c'est 130 000 habitants, n'a pas besoin d'une garnison, il faut mieux garder une garnison à Noyon, qui est une ville beaucoup plus petite. Voilà, pour situer un petit peu ce contexte, même encore au XXe siècle. Alors moi, je vais peut-être insister sur les aspects politiques du sujet, en voyant d'abord trois aspects. Premier aspect sont les relations officielles, institutionnelles, des autorités militaires avec les élus et l'administration, notamment l'administration préfectorale. Sachant que le maire comme le préfet peuvent requérir ou demander le concours de la force armée, notamment, surtout au XXe siècle, pour le cas de catastrophe climatique ou industrielle. Le cas de maintien d'ordre est quand même assez exceptionnel après la création de gendarmerie mobile et puis des CRS. Et puis on voit aussi la participation de l'armée dans les cérémonies patriotiques, je passe. Deuxième aspect, eh bien, pour une ville, être le siège d'une unité militaire, et plus particulièrement d'un commandement important, un état-major avec un général, ce peut être considéré comme une forme de prestige, un signe de rayonnement, au même titre que d'être le siège d'une cour d'appel, d'un rectorat ou d'une université. Et l'hôtel de commandement symbolise ce prestige. Le palais du gouvernement à Nancy, qui est un bâtiment du XVIIIe siècle, est maintenant devenu une annexe du musée Lorrain. L'hôtel du commandement à Tours, Clermont-Ferrand, qui est connu pour avoir vu passer le général Boulanger, le palais Niel à Toulouse, sont ces bâtiments de prestige, le siège du commandement,
là où réside le général, et ça contribue aussi au rayonnement de la cité. Enfin, troisième dimension dans l'aspect politique, c'est le poids politique des militaires électeurs. Les militaires, les officiers, les sous-officiers retrouvent le droit de vote qui leur a été suspendu après 1871, retrouvent en 1945, et là, c'est pas toujours facile de savoir pour qui votent les militaires. C'est une grande question qui a agité les historiens pendant longtemps pour savoir quelles étaient les préférences politiques des militaires. Et alors pour les très grandes villes, c'est impossible à savoir. Sauf si on pointe sur un quartier où il y a un peu plus de militaires, notamment s'il y a une résidence militaire ou un quartier avec une cité cadre. Moi, je me suis amusé à prendre, enfin, j'ai regardé les résultats des élections de petites villes où il y a une très importante garnison. Alors, je vais vous en proposer 3. Mourmelon et Suippes, qui se trouvent dans la Marne, qui comptent entre 4 et 5 000 habitants. Voilà. L'élection de 2024, élection législative, le Rassemblement national est à 58% au premier tour. Alors, il faut comparer avec le reste de la circonscription, qui tourne à 42%. Donc, on peut émettre l'hypothèse d'un vote peut-être plus à droite que le reste de l'électorat. Mailly-le-Camp, qui se trouve dans l'Aube, même premier tour. Le Rassemblement national est à 72%, alors que dans la circonscription, on est à 53%. Sachant que Mourmelon-Suippes ou Mailly-le-Camp ont des grosses cités cadres, sont des grands camps militaires, il y a plein d'unités. Donc, il peut y avoir... C'est une hypothèse qu'il faudrait peut-être creuser, avoir des liens entre les deux. En tous les cas, ça veut dire que dans les petites villes, les militaires pèsent lourd dans la vie politique locale. Okay. On s'est beaucoup intéressé donc à la ville dans son ensemble. Là, on vient pour la première fois de mentionner le terme de quartier. C'est encore une autre échelle qui est très importante et qu'on va pouvoir peut-être retrouver dans le dernier point. Où on va s'intéresser aux sociabilités. Sociabilité en termes de loisirs, sociabilité en termes d'affinités religieuses ou philosophiques. On n'a pas beaucoup parlé de vie partisane. Est-ce que les militaires sont des urbains comme les autres? On a une petite clé là avec le vote, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte. Donc nous repartons au Moyen-Âge tout de suite. Alors la question des sociabilités militaires, elle est très difficile à documenter au Moyen-Âge, du fait de ce que je disais en introduction sur l'absence à proprement parler d'une armée permanente et professionnelle. Les villes entretiennent une milice urbaine qui est composée d'habitants qui ne font pas métier des armes, mais qui en revanche les prennent pour la défendre en temps de guerre. Donc la surveillance de l'enceinte par le biais du service du guet et de la garde est dévolue aux habitants de la ville et fait révélateur du caractère identitaire de la participation à la défense de la ville. Aucune catégorie sociale qui est traditionnellement exemptée et privilégiée comme les clercs ou les nobles ne sont cette fois exemptés de son service. Donc là, les militaires des urbains comme les autres, oui, parce que les militaires en ville, c'est d'abord des urbains. Alors si on veut se focaliser sur des militaires qui sortent de la catégorie des urbains à proprement parler, on peut s'intéresser aux capitaines qui gèrent la défense de la ville, a fortiori en temps de conflit ouvert. L'action du capitaine se lie dans son implication dans les affaires de la ville, dont témoignent les délibérations communales. Vous en avez un exemple ici, source qui atteste les désaccords qui peuvent survenir entre les conseillers de la ville et cet officier qui a une position particulière parce qu'il est nommé par le roi de France, c'est pas la ville qui le choisit. En revanche, c'est bien la ville qui le gage, c'est-à-dire c'est la ville qui lui le dote d'un salaire. Donc là, pour le coup, cette situation ambiguë peut créer des conflits. C'est l'exemple que vous avez ici. La ville de Rouen, en l'occurrence, fin du XIVe siècle, essaye et réussit, in fine, de réduire de moitié les gages du capitaine. Donc là, c'est pas un urbain comme les autres, et la ville réussit à s'imposer, pour le coup, à une entité bien plus dominatrice qu'elle-même, c'est-à-dire le roi de France. Si on prend juste un tout dernier exemple pour essayer de tenir le temps, il est vrai que les militaires, au sens médiéval du terme, c'est-à-dire ceux qui prennent les armes, ont assez mauvaise presse. Il s'agit d'une population réputée violente et coûteuse qui se nourrit sur le dos des citadins, c'est ce qui apparaît sur le... Merci, visio d'après. Le bon comportement des gendarmes est d'ailleurs une préoccupation majeure des belligérants qui trouvent dans l'attitude de leurs soldatesques autant un faire-valoir de leur domination qu'un levier de négociation pour s'attirer la sympathie des habitants. Et alors, je vais assez rapidement, mais l'exemple est révélateur. À Rouen, en 1417, pour faire
très vite, la ville passe sous le giron des Bourguignons et tue le bailli Armagnac, Raoul de Gaucourt. Et donc, évidemment, le dauphin Charles, qui sera le futur Charles VII, vient, se déplace à Rouen et essaye d'apaiser la situation. Or, il trouve porte close. Et alors là, il demande des explications aux habitants de la ville qui lui répondent « Oui, mais vous venez avec des étrangers si exécrables que sur chose n'est soit de se fier à eux ni de les recevoir. » Premier élément, l'accent est mis ici non seulement sur la soldatesque, mais surtout sur l'origine étrangère des soldats. Je dis soldatesque, c'est plutôt négatif, mais c'est parce que c'est ce que révèle l'imaginaire collectif médiéval. Alors le fait que l'origine étrangère des soldats est mise en lumière ici ne se retrouve pas partout. Le héros d'armes du Berry, qui est juste après, lui, insiste sur les exactions des hommes d'armes du roi qui justifient la décision de la ville de se fermer à son seigneur. Alors le roi est pleinement conscient de cette situation, il veille à l'exemplarité de ses troupes et il va donner des consignes. Et d'ailleurs, c'est noté un petit peu plus tard, Pierre Cochon dit que les gendarmes du roi ne firent aucun mal et ne s'imposèrent pas à la ville. Alors il n'est pas tout à fait dupe, le roi, il va dire plus tard que les habitants de Rouen ont choisi le comportement des militaires comme excuse pour faire passer la pilule du fait qu'en réalité, il s'était ouvert aux Bourguignons. C'est ça le nerf de la guerre. Quoi qu'il en soit, de la nature plus ou moins fallacieuse de l'excuse trouvée par les Rouennais pour justifier leur fermeture de la ville au roi, elle révèle la banalité de l'argument et la solide réputation des troupes dans le domaine de la violence qu'il faudrait discuter dans les périodes ultérieures, bien sûr. Alors partons à l'époque moderne. On va peut-être moins parler de violence, mais plutôt de lien. Oui, alors pour le coup, je pense ne pas être dissonant avec l'ensemble des périodes pour une fois. Dans le cadre des arsenaux, eh bien là, effectivement, on va rencontrer une porosité évidente entre l'espace militaire et l'espace urbain à travers de multiples sociabilités. Alors, un mot peut-être rapidement historiographiquement, c'est un intérêt qui n'a pas encore été bien creusé de la part des historiens. On n'a pas beaucoup envisagé les sociabilités dans les arsenaux, mais ça commence. Sociabilité que l'on rencontre à travers les multiples lieux d'enseignement qui sont fondés dans les villes, les institutions savantes, pensez par exemple à l'Académie de Marine qui est fondée à Brest en 1752, les loges maçonniques, un phénomène littoral s'il en est, et qui permet de mesurer ces porosités, et encore tous les lieux de divertissement, et pour l'époque moderne, il y en a de nombreux. Donc tous ces dispositifs, tous ces lieux représentent des observatoires privilégiés pour mesurer ces sociabilités. Alors, peut-être deux exemples très rapidement, parce que le temps file. Les loges maçonniques d'abord. Un collègue a travaillé sur la maçonnerie à Rochefort et il a pu mettre en lumière bien l'existence d'abord de nombreuses loges. Il y a 6 loges actives à la veille de la Révolution française pour une ville qui est une petite ville qui compte à peine 10 000 habitants. Et donc on a affaire à des loges qui sont soit des loges strictement militaires, elles existent, et là pas de porosité ou en tout cas très très peu, mais on a aussi des loges qui rassemblent des militaires et des gens de la ville. C'est notamment le cas d'une des loges rochefortaises qui s'appelle l'Aimable Concorde. Dans l'Aimable Concorde, vous allez rencontrer à peu près 44-45% de militaires, d'ingénieurs, d'officiers. Et tout le reste de la loge maçonnique, eh bien, ce sont des médecins, des apothicaires, des capitaines marchands, des négociants, des religieux. On va retrouver toute la ville au sein de la loge en question. Autre exemple, et je m'arrêterai là, des sociabilités culturelles extrêmement actives, très difficiles à documenter, mais il y a un peu plus de 10 ans a été publié les carnets d'un ingénieur de la marine qui s'appelle Pierre Touffert, grand ingénieur des bâtiments dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il consigne tout sur ces petits carnets, c'est un homme très mobile, et on se rend compte, c'est aussi un homme qui est investi dans la sociabilité rochefortaise, c'est un ingénieur de la marine en poste à Rochefort, et on va découvrir un goût important pour les spectacles, la comédie. Il note scrupuleusement l'ensemble des spectacles auxquels il assiste. Il est très assidu aussi à la chambre de lecture. Il y a une chambre de lecture au XVIIIe siècle à Rochefort. On va retrouver notre Pierre Touffert échangeant sur ses lectures, confiant son avis dans ses petits carnets sur les livres qu'il a pu lire, etc., etc. Donc, des urbains comme les autres, oui, en l'espèce, là, oui.
Merci. Donc moi je dirais que au XIXe siècle, enfin, pour moi les militaires restent des hommes de passage. Sont en fait des migrants à leur manière. Les citadins savent par ailleurs que leur présence est temporaire et que les liens qu'ils entretiendront avec eux seront toujours marqués au coin de l'éphémère. Donc je crois que c'est important ça. Et le soldat, du coup, cela engendre des sentiments très ambivalents à l'égard des militaires, caractérisés par l'intérêt. On le disait tout à l'heure, le soldat est un consommateur par nature. Il est aussi un travailleur. Donc il peut être affecté, il peut travailler en ville dans un certain nombre de conditions. Il est employé par les commerçants et les artisans lorsque le service, du moins au XIXe, était encore long, en gros jusqu'au début des années 1890. Donc d'un côté l'intérêt, de l'autre la crainte. La menace, par exemple, qui pèse sur la tranquillité publique et les bonnes mœurs, expression forte en vogue au XIXe siècle, nourrit la défiance, engendre une surveillance particulière des loisirs du soldat, marqués par la crainte de deux fléaux, notamment principaux, l'alcoolisme et la syphilis, crainte qui se renforce au cours du XIXe siècle avec l'explosion du nombre de débits de boissons, ça c'est la République, c'est la loi de 1880, et la prostitution clandestine qui explose notamment dans les ports, donc petit clin d'œil à l'époque moderne, mais qui est une prostitution très précoce, clandestine, à Paris, en Algérie aussi, dans le midi de la France. D'autre part, certaines journées de fête engendrent une anxiété particulière chez les autorités municipales, alors notamment et particulièrement après 1880, le 14 juillet, un jour de libation importante et aussi de catharsis, ou bien les jours de fête du saint patron du régiment, où la tension en fait d'un quotidien corseté par le règlement se libère. Donc dans les archives on a pas mal de traces, et puis on a des explosions libératrices de la même manière dans les gares, interface. Les gares sont des endroits extrêmement importants dans les villes, lieu de l'arrivée et du départ, puis dans les chemins de fer, où les permissionnaires se libèrent bruyamment de la pesanteur du quotidien. Donc je parlerai plutôt d'un désordre de basse intensité, qui est assez peu évoqué dans les discours des édiles, mais qui est une préoccupation constante en même temps. On a le même phénomène pendant la Première Guerre mondiale, où sont déversés, par exemple, les contingents américains en 1918, et très vite, la situation se tend. Alors, pour terminer, comment les soldats eux-mêmes se représentent-ils la ville, en tout cas au XIXe siècle? Si je m'en tiens aux conscrits de base, majoritairement du monde rural jusqu'à la Première Guerre mondiale, la ville est à la fois un monde inquiétant, car il y a la prégnance de l'imaginaire de la ville dangereuse, et en même temps le théâtre d'une émancipation possible. J'en prendrai deux exemples. Jean-Marie Desguignet, qui a écrit des mémoires, conscrit breton, né en 1834, il désire sortir de la condition d'ouvrier agricole misérable, prolétarisé à laquelle il est promis, et pour lui, un seul moyen, partir faire son service militaire à Lorient. Il écrit lui-même, seul moyen pour moi de quitter la Bretagne, de voyager, de voir autre chose et d'apprendre. Et un demi-siècle plus tard, Alexandre Chrétien, un paysan originaire d'Eure-et-Loir, né en 1885, part faire son service à Blois. Je vous ramène dans la ville de Blois en 1906. Et ces souvenirs qui m'ont été transmis par l'historien Jean-Marc Largeau, ici présent, à qui j'ai fait un petit clin d'œil, sont l'une des rares sources du fort privé de cette période, émanant d'un homme du peuple encore conservé, et il exprime sa curiosité pour la ville. Quand on a 20 ans, écrit-il, on aime bien les nouveautés, c'est du moins mon cas. Et dans un premier temps, il regrette en fait de ne pas avoir été affecté dans une ville un peu plus grande et plus lointaine que Blois. J'étais, je cite, bien contrarié de n'aller qu'à Blois.
Et pendant tout le temps de son service, donc 2 ans, la promenade en ville. La promenade en ville, c'est quelque chose de très important, relève du plaisir, celui de la découverte des trésors architecturaux. Donc il va visiter le château de Blois, il adore. Il écrit « Il y a dans ce château bien des choses intéressantes » et surtout du café, le café lieu central pour des tas de choses, qui forme comme un deuxième foyer pour les soldats, provisoire, et notamment celui où on laissait ses vêtements civils. Bref, donc au XIXe siècle, je dirais qu'il y a un moment, il y a vraiment une forme d'apogée dans les relations entre l'armée et la vie. Merci beaucoup. On ne peut évidemment pas évoquer tous les aspects. On aurait pu parler de fumerie d'opium, par exemple. On aurait pu parler un peu plus des officiers. Mais vous voyez, on ne peut pas parler de tout. Et il y a une dimension dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais ça ne m'étonne pas que Xavier va nous en parler, c'est-à-dire la dimension religieuse, qui est une autre forme de sociabilité. Et ici, c'est dans un cadre militaire, avec la diapositive. Avant de parler des dimensions religieuses, je voudrais revenir aussi sur les distinctions entre les cadres, les officiers qui restent au XXe siècle, XXIe siècle, en moyenne 2 ou 3 ans dans une garnison, et les sous-officiers qui restent 4, 5, 6 ans, et puis la troupe au service militaire alterne entre 1 an et demi, dans une large partie du XXe siècle. Les engagés, eux, ils sont plutôt sur 3 ans. Donc on a une très forte mobilité annuelle des soldats, et même tous les week-ends, s'ils peuvent repartir, au moins au XXe siècle, après 45, dans leur famille, ils le font. Il ne reste pas le week-end. Donc c'est vrai que cette présence, elle est intermittente. Cette présence militaire, elle est intermittente dans le temps. Et puis ces officiers, effectivement, je rejoins tout à fait Odile Rouennette, il y a une mobilité professionnelle qui fait que bon, ils ne restent pas longtemps, même si, je pense, depuis les années 60, certains officiers reviennent régulièrement dans la même garnison, dans le même régiment, où ils prennent des responsabilités grandissantes. Alors, autre réflexion, c'est que ces militaires professionnels, enfin de carrière, les cadres, eh bien, vivent, pour ceux qui vivent dans les cités cadres, ont tendance aussi à vivre entre eux, à avoir une vie sociale entre eux. Mais est-ce que c'est d'ailleurs spécifique aux militaires ou à toute profession? On pourrait demander aussi aux enseignants s'ils n'ont pas tendance à se retrouver aussi entre eux. Alors, l'inconvénient dans les cités cadres, c'est qu'il y a aussi, on ne quitte jamais les rapports hiérarchiques. Madame la colonelle, c'est l'épouse du colonel. Et donc, Madame la capitaine doit céder la place dans l'escalier à Madame la colonelle. J'ai eu des témoignages jadis. Il y a quelques épouses qui tendaient à assimiler le grade de leur mari. Il y a encore quelques années, maintenant je ne sais pas, mais j'ai eu des témoignages là-dessus. Les heures. Par ailleurs, il y a une invisibilisation du militaire dans la société urbaine, puisque dès le début du XXe siècle, les officiers ne sont plus obligés de se mettre de rester tout le temps en tenue, ils peuvent se mettre en civil en dehors des heures de service. Et puis les soldats, je crois depuis les années 60-70, sont non seulement autorisés, mais incités à se promener en ville sans tenue militaire. Je me rappelle quand j'étais appelé il y a un peu plus de 30 ans, on m'avait fortement décommandé de me promener en militaire en dehors de la caserne. Une forme d'antimilitarisme. Et en fait, les seuls militaires visibles aujourd'hui en ville, c'est l'opération Sentinelle. Il y a quelques voitures qui tournent d'ailleurs en ce moment dans Blois. Et les cérémonies comme le 14 juillet ou le 11 novembre, et très éventuellement les journées portes ouvertes dans certains régiments. Alors ces militaires d'actifs, les cadres, participent un peu aussi à la vie collective de leur ville d'affectation, clubs sportifs, sociétés savantes aussi plutôt pour les anciens militaires, établissements scolaires pour les enfants, les paroisses, les loges de franc-maçonnerie au XXe siècle. Pour les militaires, c'est quand même beaucoup moins qu'autrefois. Mais les militaires ont tendance à se retrouver dans ces mêmes cercles de sociabilité civile. Un exemple, à Brest, il y a la paroisse centrale de Saint-Louis, eh bien, elle est fréquentée par beaucoup d'officiers de marine. Donc, en fait, même s'ils se retrouvent dans un cercle de sociabilité civile, ils se retrouvent entre eux. On pourrait, alors là, c'est plus une question, on le sait un peu pour le temps de guerre, un autre critère d'intégration des militaires dans la société urbaine, ce serait les mariages conclus avec des personnes rencontrées dans la ville de garnison. Mais là, il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui interfèrent, notamment sociaux ou culturels. On a pu voir ça pour les temps de guerre. Temps de paix, c'est un peu moins assuré. Enfin, je partage tout à fait les remarques d'Odile Rouennette sur cette présence quotidienne du soldat dans les villes qui est parfois assimilée à des lieux d'interlope, une présence militaire qui n'est pas très bien perçue.
voilà, ces soldats alcoolisés qui fréquentent les prostituées. Et je me rappelle d'un colonel qui m'avait dit, ne croyez pas que toutes les villes veulent garder un régiment. Vous avez une partie de la population qui est assez, et notamment celle qui vit autour des casernes, est assez peu réceptive à au débordement du temps des permissions. Et pour éviter ces débordements, eh bien, à la fin du XIXe siècle, on voit apparaître des sociétés philanthropiques et surtout l'Église catholique qui crée des foyers du soldat, qui sont ce que j'appelle un peu des tiers-lieux, parce qu'ils sont en dehors des implantations militaires. Ce ne sont pas des lieux militaires, mais ils accueillent essentiellement des militaires, même s'ils sont tenus, animés par des bénévoles civils, et pour les foyers catholiques, par des ecclésiastiques qui accompagnent, qui proposent des loisirs sains, ça c'est l'expression utilisée à l'époque, pour ces soldats et éviter de perdre leur moralité dans les cabarets et autres lieux de perdition. Voilà, on finit par la perdition et on ne s'est pas perdu en route parce qu'on n'a que 2 minutes de retard. Donc ça nous laisse du temps pour les questions, pour l'échange. Je crois qu'il y a des micros qui doivent passer dans la salle. Je propose qu'on prenne 2 questions à la fois au moins pour essayer de grouper des choses. On va attendre les micros et je demanderai aux collègues de suivre aussi cette discipline, ce qui nous a été demandé par les organisateurs. Et je ne sais pas, ils doivent être là. On ne va pas attendre très longtemps, mais si, les voilà. Je crois qu'il y a un monsieur qui voulait la parole. Okay. Bon, merci beaucoup pour vos exposés très intéressants. J'avais une petite question. Parmi les régiments qui étaient stationnés en France à l'époque moderne, vous aviez pendant très longtemps des régiments étrangers. Je pense aux Suisses notamment. Est-ce que, alors restons au niveau simplement de la sociabilité, on voit des témoignages et des choses qui font une différence entre régiments d'origine française et des régiments étrangers, notamment qui ne parlent pas forcément la langue, et puis qui sont aussi de religion protestante parfois, pas toujours parce que c'est catholique et protestant. On peut prendre une deuxième question, s'il vous plaît. Alors moi j'avais une question sur, d'abord à Monsieur Boniface. Vous avez du coup parlé des casernes qui en fait étaient un moment sur le territoire puis ensuite qui étaient amenées à disparaître. Du coup le cas de la disparition de la caserne de la Martinerie à Châteauroux, est-ce qu'elle est similaire à d'autres villes comme vous avez pu l'évoquer, Arras, Amiens puis les autres? On va commencer par l'époque moderne et puis après on passera à Xavier. Ça va aller assez vite parce que c'est une colle. Voilà. J'ignore absolument les différences de sociabilité qui pouvaient exister entre les régimes de nationalités différentes, pour le coup. Et j'ignore si effectivement c'est un sujet qui a été abordé jusqu'à présent. En plus, dans mon cas, je fais vite, mais dans mon cas, les soldats, je les vois quasiment pas. C'est-à-dire que dans les arsenaux, ils sont envoyés pour être éventuellement embarqués, mais ils restent très très peu de temps. Et donc, même si on a à demeure un certain nombre de soldats, finalement, ce n'est pas ce qui retient l'attention des arsenaux en tant que tels. Alors, a fortiori, les régiments étrangers, moi, je n'en ai pas dans les arsenaux. Alors moi, peut-être une réponse, je ne suis pas moderniste, mais il me semble qu'au moins à la fin du XVIIIe siècle, les régiments dits étrangers comportent surtout des Français. Le royal allemand est très majoritairement composé de Français. Donc la question de cette nationalité, je pense qu'il faut la relativiser par rapport à la composition réelle du régiment. Alors la Martinerie, ça me rappelle un souvenir, j'y ai fait mes classes. Voilà, alors, on est tout à fait. Alors, effectivement, c'est un camp qui a été constitué pendant la Première Guerre mondiale, donc un petit peu avant 1918, pour le service aéronautique. Et donc, on est tout à fait là dans une perspective de besoin d'espace, donc périphérie de la ville. Alors, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis après, bon, c'était transformé pour être une base OTAN après 49. Et puis après, il y a un certain nombre de régiments qui sont succédés. Et bon,
après, l'abandon, c'est que voilà, les restructurations ont fait qu'on n'avait plus besoin de ces camps, même si c'était en périphérie. Mais effectivement, on est tout à fait dans cette logique de zone périurbaine, surtout à l'époque. Je me rappelle déjà, pour aller de la gare au camp, c'était compliqué. Mais voilà. D'autres questions ? Oui, juste je voudrais savoir, est-ce que vous auriez une projection ville et armée, qu'est-ce que ce sera dans le futur ? On essaye de faire de l'histoire pour le moment. Mais on va prendre une deuxième question. Alors, toujours pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez évoqué les différents acteurs au sein de la ville. Est-ce que la prévôté, elle jouait elle aussi un rôle dans le cadrage des militaires, donc que ce soit au niveau des villes différentes françaises, ou aussi dans les villes extérieures, quand les militaires partent en opération en OPEX? Donc, est-ce que c'était similaire à ce que vous disiez tout à l'heure? La première question est une colle. Je pense qu'on va continuer à voir les évolutions qu'on a constatées depuis une trentaine, enfin depuis les années 30, voire les années 20, des camps militaires vraiment extérieurs. Alors moi, je pourrais presque faire une comparaison, je ne connais pas très bien, peut-être que mes collègues pourraient mieux répondre à cette question, une évolution de type américaine où les camps militaires américains, c'est un peu comme les universités américaines, sont des villes à part entière et où les soldats et leurs familles trouvent tout, hein, y compris ce que nous on connaît sous forme d'économat. Il y a aussi une tendance pour mutualiser les moyens à regrouper un peu les unités, ou au moins le soutien administratif et logistique est mutualisé pour les régiments d'un secteur. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce renforcement et de toute façon, on ne va pas vers la création de nouvelles unités. Ça, c'est clair. On n'a pas assez d'engagés pour créer de nouvelles unités, même si on parle beaucoup de guerre de haute intensité, qu'on s'y prépare. Ce n'est pas en grossissant les effectifs. Pour la prévôté, je me permets de... en fait, la prévôté n'intervenait que dans les forces françaises en Allemagne, c'est-à-dire hors du territoire national, et en opération extérieure. Mais il n'intervient pas sur le territoire national. C'est le territoire gendarmerie classique, ou police municipale, ou police quand on est en ville, pour les débordements éventuels, mais la prévôté n'intervient pas. Alors on peut avoir... On n'est pas là dans le cadre de la prévôté sur une gendarmerie qui accomplit des missions de police et de justice au profit des armées. On a aussi dans les unités des détachements de police militaire. Ce sont des militaires qui patrouillent pour voir s'il n'y a pas de débordement. Et s'il y a un soldat un petit peu trop imbibé ou qui fait du scandale, on l'embarque, puis voilà, on le ramène de force à la caserne. Pour revenir à Châteauroux, je me rappelle quand les trains de permissionnaires revenaient à Châteauroux, il y avait toujours une jeep de la police militaire qui patrouillait devant la gare. Alors, on laissera Xavier raconter ses campagnes pour la suite. On va peut-être élargir le cercle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le fond, je crois? Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé, c'était magnifique. Je m'intéresse principalement aux ingénieurs militaires de l'Ancien Régime, donc je pense que la question va principalement s'adresser à M. Plouvier. Est-ce que les ingénieurs militaires sont des militaires comme les autres, des citoyens comme les autres, dans le sens où ma question concerne la morphologie de la ville. Est-ce que leur présence dans la ville, leur activité, intervient à la fois sur la sociabilité de la ville et sur la morphologie? Alors effectivement, les ingénieurs, vous avez deux types d'ingénieurs pour ce qui est de ma période qui sont sous autorité de la marine. Les ingénieurs constructeurs, ceux qui fabriquent les navires, et les ingénieurs des bâtiments, ceux qui sont responsables des infrastructures de l'arsenal. Et donc en l'espèce, on a dans toutes les villes, dans tous les arsenaux, des ingénieurs à demeure
qui travaillent dans l'arsenal, mais je n'ai pas eu le temps d'aborder ce sujet-là. Pour ce qui est des ingénieurs des bâtiments, ils interviennent aussi dans la ville. Si on reprend le cas que j'évoquais tout à l'heure de mon ingénieur Pierre Touffert. Pierre Touffert, il est responsable de la mise en place des fontaines dans l'arsenal de Brest, dans l'arsenal de Rochefort, par exemple. Il est responsable de la construction de la prison. De même, si on va à Brest, on a effectivement tout le réseau d'eau qui est installé par les ingénieurs de la marine. Donc, on a affaire effectivement à des ingénieurs qui débordent de loin strictement l'espace militaire pour intervenir dans l'espace urbain et pour intervenir dans la mise en place de l'ensemble des éléments liés au développement de l'eau, au percement des rues, etc. etc. Ça, c'est un fait. Et pour les sociabilités, oui, on va les retrouver, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, on les retrouve au théâtre, on les retrouve dans les chambres de lecture, dans les loges maçonniques, ils se mêlent à la population, vraiment. Pardon, juste avant la question suivante, si ça intéresse quelqu'un, il y a une thèse à faire sur les ingénieurs des bâtiments. Hein. Je le fais toujours pour recruter éventuellement, mais ce sont des hommes qui n'ont pas donné lieu à des travaux universitaires encore, ou si peu. Oui, bonjour. Du coup, ma question portait plutôt sur le 19e siècle. Il y avait le cas de deux personnes visiblement issues de la ruralité qui faisaient leur conscription et qui découvraient un petit peu l'urbanité par leur service. Est-ce que du coup on peut dire que la conscription aux côtés de l'industrialisation par exemple a été un facteur qui a accéléré l'urbanisation au 19e siècle, ou est-ce que c'est un peu trop s'étendre? Alors, je dirais que ça n'a pas forcément eu un effet quelconque sur l'urbanisation en tant que telle. Ça modifie, on en a parlé longuement, la morphologie des villes, etc. La conscription et le service militaire obligatoire a eu quand même un effet qu'on ne mesure pas forcément d'ailleurs avec beaucoup de finesse sur l'accélération de, d'ailleurs cette expression qui est remise en question par certains historiens, d'exode rural. C'est-à-dire que notamment en temps de service long, des hommes qui passaient 5 ans, 7 ans sous les drapeaux, hein, ça c'est le commun du sort des conscrits jusqu'en 1889. Donc très tardivement, le service est très long, sauf pour une petite partie après 1871, qui ne fait qu'1 an. Là, il y avait éventuellement un effet d'attraction de la ville sur le fait que ces hommes pouvaient éventuellement rester en ville, s'installer de manière plus pérenne, ne pas repartir, si vous voulez, dans leur campagne. Mais globalement, je pense que c'est un peu à la marge quand même. Hein. En tout cas, pour le 19e siècle, et surtout on manque d'études vraiment précises sur cette question-là en fait, sur l'impact vraiment du service sur les migrations, en fait, c'est un peu ça votre question. Et là, je ne peux pas répondre vraiment précisément, mais je pense qu'il y a un impact plus fort sur les hommes qui restaient longtemps quand même, et qui du coup s'habituaient à cette vie urbaine, s'habituaient au plaisir, au théâtre, aux bains municipaux, qui étaient par ailleurs des hommes qui du coup apprenaient à lire et écrire à la caserne, parce que il faut savoir que l'armée, de ce point de vue-là, a une petite longueur d'avance sur la société civile, et en particulier la loi 1831 impose l'instruction élémentaire obligatoire à l'ensemble des conscrits illettrés. Donc il y a une attraction, je pense, des villes qui a été forte, mais on mesure mal, vraiment. Donc il y a un vrai champ là
à explorer. Pour compléter, peut-être, ou c'est à la fois une question et une remarque, il n'y a pas le roman d'Hervé Bazin, Le Grain se meurt, où il raconte l'histoire d'un jeune homme qui fait son service militaire, qui repart dans la campagne, et il dit non, je ne peux vraiment pas, il retourne en ville. Et bon, Hervé Bazin, c'est aussi un type de littérature très, très engagé, très militant, début du XXe siècle, mais je crois que c'était une figure un peu répulsive que proposait que Bazin. On va devoir s'arrêter parce qu'il y a une table ronde après. Certains d'entre nous doivent bouger pour intervenir ailleurs. Et je voudrais remercier nos 4 intervenants. Merci.